mais se touchant le crâne en criant « J'ai trouvé la bande au professeur, Nimbus est arrivé ». Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une machine incroyable, la machine de Turing. Cette machine a été inventée par Alan Turing en 1936. Elle prétend résoudre des problèmes de calculabilité. Alors qu'est-ce que c'est que la calculabilité ? C'est une théorie mathématique qui cherche à identifier une classe de fonctions un peu particulière qu'on appelle les fonctions calculables. Une fonction f de x est calculable, en gros, si pour un argument x, on peut toujours calculer son image f de x en un nombre fini d'étapes. Et ces étapes, elles correspondent à ce qu'on appelle un algorithme. À cette époque, en 1936, il y a deux acteurs principaux dans cette théorie de la calculabilité. L'américain Alonzo Church, qui développe ce qu'on appelle le lambda calcul, et l'anglais Alan Turing, qui invente sa fameuse machine. Leurs travaux vont déboucher sur ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing. Sans rentrer dans les détails, un des énoncés principaux de cette thèse, c'est le fait que toute fonction calculable, quelle qu'elle soit, est calculable par une machine de Turing. En gros, tout ce qui peut être résolu par un algorithme, quel que soit le langage utilisé, peut être résolu par une machine de Turing. Voyons maintenant à quoi ressemble cette fameuse machine. Pour cela, rendez-vous sur mon site, disponible à cette adresse, pour cliquer sur « Programmer une machine de Turing ». On arrive sur mon application Dariush Turing, qui permet de programmer une machine de Turing déterministe. Tout d'abord, une machine de Turing, c'est une machine imaginaire, abstraite. Elle ne peut pas exister. La première raison, c'est qu'elle est constituée d'un ruban censé être de longueur infinie. Sur ce ruban, on peut écrire les lettres d'un alphabet. Alors attention, en calculabilité, un alphabet, ça peut être des lettres A, B, C, D, ça peut être des symboles, ça peut être des chiffres. Ici, dans mon animation, on se limitera au codage binaire, c'est-à-dire que l'alphabet, c'est soit des 0, soit des 1, ou soit un caractère vide qui sera représenté par un tiret. Sur ce ruban infini, une tête de lecture peut se déplacer. Au lancement de la machine, on peut positionner la tête de lecture. Pour changer sa position, il suffit de cliquer ici. Alors je vais la positionner comme ceci, à gauche de mon entrée. L'entrée d'une machine de Turing, on l'appelle aussi le mot, est constituée de ce code binaire. Alors, si je vais un petit peu plus bas, je découvre ce que l'on appelle la table de transition de ma machine de Turing. La table de transition, c'est ce qui va permettre de la programmer. Bon, alors pour démonstration, je vous propose une fonction calculable très simple. Ce serait une fonction qui prendrait en entrée un nombre binaire et qui changerait tous les 0 en 1 et tous les 1 en 0. Sur ce ruban infini, une tête de lecture peut se déplacer. Elle peut aller à droite, elle peut aller à gauche et elle peut faire les choses suivantes. Elle peut lire le caractère sur lequel elle se situe, par exemple ici un 0. Elle peut écrire un autre caractère et ensuite elle peut se déplacer et elle peut aussi changer d'état. Alors l'état, c'est ce qui va déterminer son comportement. Ici, c'est l'état A. Par un clic de souris, je peux changer l'état dans la table de transition. Je lis un 0. Donc ma machine, elle est censée changer les 0 en 1 et les 1 en 0. Donc si elle lit un 0, elle va écrire un 1. Ensuite, elle doit passer au caractère d'à côté, donc elle se déplace sur la droite. Et elle reste dans son état. À droite, elle va lire un 1. Il faut qu'elle puisse écrire un 0 et elle se déplacera au caractère suivant. À un moment donné, ma tête de lecture va arriver à l'extrémité de mon entrée et elle va arriver sur un caractère vide. À ce moment-là, elle ne fait rien et ma machine a fini son travail. Alors examinons ce que ça donne. Voilà, on voit bien qu'on obtient l'inverse de mon entrée. Bon, évidemment, cette machine, elle est très simple parce qu'elle utilise un seul état. Alors, ça peut être plus compliqué que ça. Imaginons qu'on décide de poursuivre notre opération. Cette fois, on veut inverser les bits de mon entrée, ce qu'on vient de faire, mais on veut en plus ajouter 1 au résultat final. C'est-à-dire qu'arrivé en bout de course, on veut repartir en arrière et ajouter 1. Comment on fait ? C'est simple, dans la table de transition,
à la place de mettre stop, on se déplace sur la gauche et on passe dans un deuxième état qu'on va appeler l'état B. B, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ajouter 1. S'il rencontre un 0, 0 plus 1 en binaire, ça fait 1, donc il écrit 1, et c'est fini, il a fini son boulot. Bon, si par contre il rencontre un 1 plus 1 en binaire, ça fait 1, 0, il faut donc qu'il écrive 0, et qu'il retienne le 1 pour le caractère suivant, une retenue. Donc il se déplace sur la gauche, et il reste à l'état B. Le premier 0 qu'il rencontrera, il ajoutera 1, et ça sera terminé. Bon, alors il faut aussi imaginer la situation où il ne rencontre pas de 0 et qu'il arrive à l'extrémité, c'est-à-dire un caractère vide. Dans ce cas-là, il ajoute 1 et c'est terminé. Voyons ce que ça donne. Voilà. Vous reconnaîtrez peut-être une opération que l'on étudie en première NSI. On vient de faire le complément à 2 de mon entrée. On inverse les bits dans un premier temps et on ajoute 1 dans un deuxième temps. Cette machine de Turing est déterministe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux relancer l'opération aussi souvent que je veux, pour la même entrée et pour la même table de transition, j'obtiendrai toujours le même résultat. C'est cela que ça veut dire déterministe. Une machine de Turing, ça peut tout calculer. Je vous ai mis quelques exemples. Dans le menu, vous avez un additionneur, un inverseur, un copieur, et puis vous avez des opérateurs logiques. AND, OR, XOR. Alors regardons le XOR à titre d'exemple. C'est le XOR entre deux nombres de 8 bits. Pour voir ce que ça donne, on va augmenter un petit peu la vitesse et on va se mettre en automatique. Alors vous voyez bien qu'on a deux nombres et cette machine est censée appliquer un OU exclusif entre ces deux nombres binaires. Voilà. Alors je vous laisse le soin de vérifier que le résultat de la machine correspond bien au OU exclusif. On remarque que pour un simple OU exclusif, la table de transition elle est un petit peu compliquée. Malgré tout, le nombre d'étapes est fini, la machine est déterministe et elle peut, comme je l'ai dit, tout calculer. C'est là que Alan Turing a eu une idée géniale. Puisqu'elle peut tout calculer, elle peut aussi calculer une autre machine de Turing. C'est-à-dire que cette table de transition, par exemple, je pourrais la coder, toujours en binaire, et puis la placer sur mon ruban, puisque mon ruban, il est infini. Ensuite, ma machine, elle pourrait, dans un premier temps, lire ce code et l'interpréter, donc interpréter la table de transition, et ensuite l'appliquer à mon entrée. Une telle machine qui prend en entrée une autre machine de Turing, ça s'appelle une machine de Turing universelle, et c'est tout simplement l'ancêtre de l'ordinateur. La mémoire étant constituée par ce ruban infini. Un dernier petit exemple avant de se quitter. Certaines fonctions calculables donnent un résultat en vrai ou faux, ou en 0 ou 1. Dans ce cas-là, on parle plutôt de problème de décision. Et on dit que le problème est décidable ou non décidable, à la place de calculable. Alors par exemple, ici, cette machine de Turing, elle est censée détecter la présence consécutive de deux zéros. Ici, on les trouve au milieu du mot. Si je l'exécute, elle a détecté les deux zéros et elle me renvoie true, c'est-à-dire 1. Si j'enlève ce motif de deux zéros, je relance la machine, elle me renvoie 0, false. Un problème de décision, ça renvoie true ou false. Il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons. Non, Georges, ce n'est pas une histoire de chance, c'est true ou false, 0 ou 1. Merci quand même, c'est gentil d'avoir participé. Bon alors reprenons. La question que s'est posée Turing, c'est est-ce que tous les problèmes de décision sont décidables? C'est-à-dire, est-ce que pour chaque problème de décision, il y a toujours une réponse true ou false? Alors ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais celle-ci est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me liker. À bientôt. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur. Nimbus est arrivé.